regardes cette vidéo aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard. Tu es là parce qu'il s'est passé quelque chose que tu n'arrives pas encore à nommer complètement. Une rupture, un silence, une trahison que les mots ne capturent pas entièrement. Une relation qui s'est terminée d'une façon qui ne te semblait pas juste, pas méritée, pas à la hauteur de ce que tu avais donné, et peut-être que depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu portes ce poids silencieux, ce mélange de douleur, de confusion et parfois, tu ne veux pas te l'avouer, d'espoir. Un tout petit espoir, fragile comme une flamme dans le vent, que quelque part, il ou elle finisse par comprendre, par réaliser, par voir enfin ce qu'il ou elle a perdu. Cette vidéo est pour toi. Pas pour te donner de faux espoirs, pas pour te manipuler émotionnellement, mais pour te dire une vérité que personne n'ose te dire en face. Ce que ton ex t'a fait, cette façon dont il ou elle t'a traité, cette façon dont il ou elle t'a abandonné, minimisé, ignoré ou quitté, c'est une injustice spirituelle. Ce n'est pas juste une rupture amoureuse, c'est une dette karmique, un déséquilibre énergétique, une blessure qui laisse une trace dans l'univers. Et l'univers, lui, ne laisse jamais les injustices sans réponse. Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va peut-être changer ta façon de voir toute cette situation. Et plus important encore, ça va peut-être te libérer d'une prison invisible que tu t'es construite toi-même. Et partie 1, qui tu es vraiment. Commençons par le commencement. Commençons par toi, parce que je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel avant d'aller plus loin. Avant de parler de ton ex, avant de parler du karma, avant de parler de ce qui va arriver ou ne pas arriver, il faut qu'on parle de qui tu es. Et qui tu es, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Pas dans le sens superficiel du terme. Pas dans le sens chacun est spécial qu'on dit pour faire plaisir. Non, je parle d'une réalité précise, concrète, observable. Tu as aimé profondément. Dans une époque où les gens ont peur de s'attacher, où tout le monde se protège derrière des écrans, des statuts, des « je vois plusieurs personnes en ce moment », toi tu as osé aimer, vraiment aimer, avec ta vulnérabilité, avec ta sincérité, avec toute ta présence. Tu as donné sans calculer. Combien de fois tu as fait passer les besoins de cette personne avant les tiens? Combien de fois tu as adapté ton emploi du temps, tes plans, tes rêves, pour qu'elle se sente bien? Combien de fois tu t'es tu quand tu voulais parler? Tu as cédé quand tu voulais tenir bon. Tu as souri quand tu voulais pleurer. Tu as cru en cette relation quand d'autres auraient déjà abandonné. Et maintenant que c'est fini, tu te demandes si c'était une erreur. Si tu aurais dû être plus froid, plus distant, moins investi, si ta générosité n'était pas en fait une faiblesse. Je vais te dire quelque chose d'important. Ta capacité à aimer n'est pas une faiblesse. C'est ton plus grand pouvoir, et ton ex l'a senti. Il ou elle l'a senti dès le début. C'est pour ça qu'il ou elle était attiré par toi. C'est pour ça qu'il ou elle revenait. C'est pour ça que même maintenant, après tout ce temps, quelque chose en lui ou en elle pense encore à toi. Mais voilà le problème. Et c'est un problème qu'on va décortiquer ensemble. Certaines personnes ne savent pas reconnaître la valeur d'une âme rare quand elle se présente devant eux, non par mauvaise volonté nécessairement, mais par immaturité spirituelle, par peur, par les blessures de leur propre passé qui les empêchent de recevoir quelque chose de vrai. Ton ex faisait partie de ces personnes-là, et ce n'est pas ta faute. Partie 2, l'injustice spirituelle, ce que c'est vraiment. Parlons maintenant de ce concept que j'ai mentionné dans le titre, l'injustice spirituelle. Beaucoup de gens vont entendre ce terme et penser que c'est juste une belle expression, une façon poétique de dire « il ou elle t'a maltraité ». Mais c'est bien plus profond que ça. Pour comprendre ce qu'est une injustice spirituelle, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la loi de l'échange dans les relations humaines. Toute relation fonctionne sur un principe d'échange énergétique. Quand deux êtres entrent en connexion véritable, pas juste une rencontre de surface, mais une vraie connexion. Il y a un flux, un don et un reçu, une vulnérabilité et une protection, un soin et une gratitude. Quand cet échange est équilibré, la relation nourrit les deux personnes. Elle les fait grandir, elle les rend meilleures. Mais quand l'échange est
profondément déséquilibré quand une personne donne et l'autre prend sans vraiment reconnaître ce qu'elle reçoit. Il se crée ce que les philosophies spirituelles de nombreuses traditions appellent une dette de l'âme. Ce n'est pas une notion ésotérique vague. C'est une réalité psychologique et relationnelle très concrète. Dans votre relation, voici ce qui s'est passé. Tu as offert ta présence authentique. Ton ex en a bénéficié, la chaleur, la sécurité, la confiance, l'amour. Et puis, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par une rupture brutale, un abandon progressif, une trahison, une minimisation de ta valeur, un remplacement par quelqu'un d'autre, ou simplement un manque de reconnaissance, il ou elle a fermé ce circuit énergétique sans jamais vraiment honorer ce que tu as donné. C'est l'injustice spirituelle. Ce n'est pas juste de la douleur. C'est un déséquilibre réel dans le registre invisible de la relation. Et la conscience humaine, même la plus endurcie, même la plus déniante, finit toujours par le ressentir. Pas nécessairement sous forme de culpabilité consciente. Souvent sous des formes plus subtiles. Le manque inexplicable. Ce vide que les nouvelles relations ne parviennent pas à remplir. La pensée qui revient au mauvais moment. Dans un bus, sous la douche, à 3 heures du matin. Le rêve dans lequel tu apparais. La chanson qui ramène quelque chose qu'il ou elle voudrait enfouir. Tu vois, l'univers n'oublie pas. Et le subconscient de ton ex non plus. Maintenant, je veux qu'on soit honnête ensemble. Parce que cette vidéo n'est pas là pour flatter ton ego ou pour te raconter des histoires. Il y a plusieurs formes d'injustice spirituelle dans une relation. Et toutes méritent d'être nommées. La première forme, le départ sans explication réelle. Ton ex est parti ou s'est progressivement éloigné, sans jamais vraiment t'expliquer pourquoi. Ou alors les explications données étaient superficielles, vagues ou clairement mensongères. Tu t'es retrouvé seul, à reconstruire les morceaux d'un puzzle dont tu n'avais pas toutes les pièces. Ça, c'est une injustice spirituelle, parce que toute personne qui a donné de l'amour mérite au moins la vérité. La deuxième forme, la minimisation de ta douleur. Peut-être que quand tu as exprimé ta souffrance, ton ex l'a minimisée. Tu exagères, tu es trop sensible, tu devrais être passé à autre chose. Comme si ta douleur était un inconvénient pour lui ou elle. Comme si tes émotions étaient excessives et irrationnelles. Cette façon d'invalider la réalité émotionnelle, c'est aussi une injustice spirituelle, profonde. La troisième forme, le remplacement brutal. Tu as découvert trop vite que ton ex avait quelqu'un d'autre, ou qu'il ou elle était déjà en train de chercher avant même que la relation soit vraiment terminée. Et là, une blessure particulière s'est ouverte. Pas juste la jalousie, ça va plus loin que ça. C'est la réalisation que pendant que tu investissais tout toi-même dans cette relation, l'autre était déjà en train de te remplacer dans sa tête. Ça, c'est une trahison de l'âme. La quatrième forme, le silence comme arme. L'une des formes les plus cruelles d'injustice spirituelle. Ton ex a utilisé le silence, le retrait de l'affection, l'absence de communication comme outil de pouvoir. Il ou elle savait ce que ça te faisait, et il ou elle a continué quand même. Peut-être pas consciemment, mais cette utilisation de ton attachement contre toi, c'est une violence douce, et c'est une injustice. La cinquième forme, te faire douter de ta valeur. Et c'est peut-être la plus grave de toutes. Si, à la fin de cette relation, tu te retrouves à te demander si tu étais assez bien, assez beau ou belle, assez intéressant assez aimable, si cette relation t'a laissé avec un sentiment de déficit, de manque, de pas à la hauteur, alors ton ex t'a fait quelque chose de très sérieux. Il ou elle t'a volé une partie de ton estime de toi. Et ça, l'univers va y répondre. Partie 3. Ce qui se passe en ce moment dans la tête et le cœur de ton ex. Maintenant, allons dans quelque chose que beaucoup de vidéos n'osent pas aborder franchement. Ce qui se passe réellement dans la tête et dans le cœur de ton ex. En ce moment, aujourd'hui, je vais être directeuse avec toi, parce que tu mérites la vérité, pas des demi-vérités. Ton ex ne va pas bien. Je ne dis pas ça pour te donner de la satisfaction ou pour alimenter une vengeance. Je dis ça parce que c'est la réalité psychologique et spirituelle de quelqu'un qui a commis une injustice envers une personne vraie, profonde, authentique. Tu vois, quand on quitte quelqu'un d'ordinaire, on s'en remet relativement vite. L'habitude se dissipe,
Les souvenirs pâlissent. La vie continue. Mais quand on quitte quelqu'un de vrai, quelqu'un qui t'a aimé, avec tout son être, quelqu'un qui a été présent d'une façon rare, quelqu'un qui était vraiment là, quelque chose de différent se produit. Le manque ne diminue pas avec le temps. Il change de forme. Au début, ton ex ressentait peut-être du soulagement. La rupture lui donnait un sentiment de liberté. Je peux faire ce que je veux maintenant. Je peux voir d'autres personnes. Je n'ai plus de compte à rendre. Ce sentiment de légèreté artificielle est réel. Il dure quelques semaines, parfois quelques mois. Mais ensuite, les choses changent. Le premier signal, la comparaison. Ton ex commence à comparer. La nouvelle personne qu'il ou elle fréquente, ou les nouvelles personnes avec toi. Et la comparaison n'est pas en faveur de la nouveauté, parce que ce que tu offrais ne se trouve pas facilement. Cette façon d'être présente, cette profondeur émotionnelle, cette authenticité, cet amour sans calcul, ça ne se remplace pas avec la première personne qui vient. Il ou elle ne te dira jamais ça ouvertement. Mais dans le silence de ses pensées, cette comparaison existe. Le deuxième signal, le retour des souvenirs au mauvais moment. Tu sais ces moments où on ne veut surtout pas penser à quelqu'un, et c'est exactement à ce moment-là que les souvenirs surgissent. C'est ce que ton ex vit. Une chanson, une odeur, un endroit, une façon que quelqu'un a de rire qui te ressemble, une phrase qui rappelle quelque chose que tu disais. Ces micro-rappels qui s'incrustent dans les fissures de la vie quotidienne. L'univers ne laisse pas les dettes de l'âme s'effacer discrètement. Le troisième signal, le questionnement nocturne. C'est souvent la nuit que les vérités qu'on fuit le jour nous rattrapent. Et ton ex, dans ces moments de silence entre le monde et le sommeil, pense à toi. Peut-être avec de la nostalgie, peut-être avec du regret, peut-être avec une question qui ne s'efface pas. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Le quatrième signal, l'intérêt pour ce que tu deviens. Si ton ex surveille tes réseaux sociaux, même discrètement, même via un compte secondaire, même via des amis communs, ce n'est pas juste de la curiosité. C'est le signe d'une conscience qui n'a pas encore fait la paix avec ce qu'elle a fait. Quelqu'un qui est vraiment en paix avec une rupture n'a pas besoin de surveiller. Quelqu'un qui surveille est quelqu'un qui n'a pas terminé de traiter cette histoire. Le cinquième signal, la culpabilité masquée. La culpabilité n'arrive pas toujours avec son étiquette. Chez certaines personnes, elle se manifeste sous forme d'irritabilité inexpliquée, de comportements autodestructeurs, de patterns de sabotage dans les nouvelles relations, d'une tristesse de fond qu'ils n'arrivent pas à localiser. Ton ex porte quelque chose, peut-être sans même savoir exactement ce que c'est. Mais ce quelque chose, c'est le poids de l'injustice commise. Maintenant, une question importante. Est-ce que tout ça veut dire que ton ex va revenir? Pas nécessairement. Et je veux être honnête avec toi sur ce point, parce que tu mérites la clarté. Certains ex réalisent et reviennent. Certains réalisent et ne reviennent pas, soit par orgueil, soit parce que la situation a trop changé, soit parce que tu as toi-même évolué au-delà d'eux. Et certains n'arrivent jamais vraiment à se confronter à leur propre vérité. Mais voici ce qui est vrai dans tous les cas. Ils portent le poids de l'injustice qu'ils ont commise. Et toi, tu dois décider si tu veux continuer à porter le leur. Partie 4. La loi du retour et la justice universelle. Je veux maintenant te parler de quelque chose que toutes les grandes traditions de sagesse de l'humanité ont reconnu sous des formes différentes. La loi du retour. Appelez ça le karma. Appelez ça la loi de cause à effet. Appelez ça la justice divine. Appelez ça simplement la logique des conséquences. Peu importe le nom que vous lui donnez, la réalité est la même. Ce qu'on envoie revient. Pas toujours de la façon qu'on attend, pas toujours dans le délai qu'on voudrait, pas toujours de façon spectaculaire. Mais ça revient, avec une précision qui dépasse ce qu'on pourrait planifier. Quand quelqu'un blesse une âme pure, quelqu'un qui n'a pas cherché à blesser, qui n'a fait que donner, qui n'a pas mérité ce traitement, l'univers enregistre ça. Et il répond, voici comment cette réponse se manifeste souvent dans la vraie vie. La première manifestation, la confrontation avec soi-même. Ton ex va se retrouver face à des situations qui lui renvoient exactement ce qu'il ou elle t'a infligé. Une nouvelle personne qui le ou la quitte de la même façon qu'il ou elle t'a quitté
Un ami qui le ou la minimise. Une relation dans laquelle il ou elle donne beaucoup et reçoit peu. L'univers n'est pas cruel, il est pédagogue. Il enseigne par l'expérience ce qu'on n'a pas voulu apprendre autrement. La deuxième manifestation, l'incapacité à trouver mieux. Beaucoup de personnes qui quittent une relation profonde pour des raisons superficielles, parce qu'elles pensaient trouver mieux ailleurs, parce que l'herbe leur semblait plus verte, se retrouvent dans une succession de relations creuses, des gens qui ressemblent à ce qu'ils voulaient, mais sans la profondeur qu'ils avaient, et cette réalisation que ce qu'ils cherchaient était déjà là, et qu'ils l'ont eux-mêmes détruit. C'est l'une des formes les plus douloureuses du karma relationnel. La troisième manifestation, le moment de clarté. Il arrive un moment, souvent inattendu, où quelque chose se déverrouille dans la conscience de quelqu'un qui a commis une injustice. Un moment de lucidité totale, où il ou elle voit exactement ce qu'il ou elle a fait, exactement ce qu'il ou elle a perdu, exactement la valeur de ce qu'il ou elle a jeté. Ces moments arrivent souvent dans des circonstances banales, sous la douche, en conduisant, en regardant quelque chose de trivial à la télé, et ils sont dévastateurs. Parce que la vérité, quand elle arrive enfin, n'est pas douce. La quatrième manifestation, l'image de toi qui te précède. Voici quelque chose que peu de gens comprennent. Quand tu as été authentique, quand tu as aimé vraiment, quand tu as été une présence positive dans la vie de quelqu'un, même si cette relation a mal fini, tu as planté des graines. Dans les pensées de cette personne, dans les témoignages de ceux qui vous connaissaient, dans l'énergie même que tu portais avec toi. Ces graines ne disparaissent pas. Elles continuent de vivre dans la mémoire émotionnelle de ton ex. Et elles continueront à lui rappeler, au meilleur et au pire moment, que quelqu'un de rare était là, et qu'il ou elle n'a pas su le garder. Maintenant, je veux qu'on parle d'une chose importante. La justice universelle n'est pas là pour satisfaire ta colère. Elle n'est pas là pour que tu te sentes vengé. Elle n'est pas là pour humilier ton ex ou pour le ou la punir. Elle est là pour rétablir l'équilibre, pour enseigner, pour permettre à chacun de grandir. Et ça veut dire quelque chose de précis pour toi. Si tu attends que la justice se fasse pour pouvoir aller de l'avant, tu attends la mauvaise chose. Parce que ta libération ne dépend pas de ce que ton ex va vivre. Elle dépend de ce que toi tu choisis de faire de maintenant. Partie 5, le deuil que tu n'as pas encore fait. Je veux qu'on s'arrête ici un moment. Parce que dans toute cette conversation sur ton ex, sur l'injustice, sur ce qui lui arrive ou ce qui va lui arriver, je réalise qu'on ne t'a pas encore vraiment parlé de toi, de ta douleur, de ce que tu portes au quotidien. Et c'est peut-être la partie la plus importante de toute cette vidéo. Parce que tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu ne pourras pas accueillir ce que l'univers a prévu pour toi. Tu ne pourras pas être vraiment libre tant que tu n'auras pas fait le deuil de cette relation de façon complète et honnête. Et faire un deuil, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire ne plus ressentir. Ça ne veut pas dire s'en foutre. Ça veut dire traverser. La douleur d'une rupture profonde passe par plusieurs phases. Et beaucoup de gens restent bloqués à l'une d'entre elles sans le savoir. Au tout début, il y a souvent une sorte d'anesthésie émotionnelle. Le choc absorbe la douleur. On continue à fonctionner presque normalement. Les gens autour de toi pensent peut-être que tu t'en sors bien. Mais, en réalité, tu n'as pas encore vraiment réalisé. La douleur est là, mais elle est encore sous la surface. La phase du marchandage, c'est là où beaucoup restent coincés le plus longtemps. Le marchandage avec la réalité. Si je fais ça, peut-être qu'il ou elle va revenir. Si je change ça en moi, si je dis ça, si je m'excuse encore une fois, si je montre que j'ai changé. Le marchandage, c'est le refus de l'acceptation. C'est une façon pour notre esprit d'éviter d'affronter la vérité de la situation telle qu'elle est. La phase de la colère. Parfois la colère arrive tardivement. Elle peut ressembler à de la haine, contre ton ex, contre toi-même, contre la vie. Elle peut ressembler à de l'amertume. Elle peut te faire peur parce qu'elle est intense et ne ressemble pas à qui tu es d'habitude. Mais cette colère est nécessaire. Elle est l'énergie qui commence à te défendre. Elle est le signe que quelque chose en toi a enfin compris que tu méritais mieux. La phase de la tristesse profonde. Après la colère vient souvent le silence. Un vide. Une tristesse qui n'est plus bruyante,
mais qui est là, lourde et persistante. C'est la phase du deuil réel, du deuil de la relation telle qu'elle était ou telle qu'on la rêvait, du deuil de l'avenir imaginé, du deuil de la version de toi-même qui existait à l'intérieur de cette relation. C'est la phase la plus difficile et la plus importante, la phase de l'intégration. Et puis, progressivement, quelque chose commence à changer. La douleur ne disparaît pas, elle se transforme. Elle devient moins une blessure ouverte et plus une cicatrice. Elle devient de la sagesse, de la profondeur, de la compréhension. Tu commences à voir ce que cette relation t'a appris sur toi-même, sur l'amour, sur ce que tu veux vraiment. Là où tu en es aujourd'hui dans ce processus, je ne le sais pas. Peut-être que tu es encore dans le marchandage. Peut-être que tu es dans la colère. Peut-être que tu es dans ce silence lourd de la tristesse profonde. Peu importe où tu es, c'est bien. Il n'y a pas de trop long. Il n'y a pas de tu devrais déjà être passé à autre chose. Chaque âme a son propre rythme de guérison. Et les âmes profondes, celles qui aiment vraiment, prennent souvent plus de temps. Non par faiblesse, mais parce que ce qu'elles ressentent est réel. Mais voici ce que je veux te demander. Est-ce que tu te permets vraiment de traverser ces phases? Ou est-ce que tu anesthésies ta douleur avec du travail excessif, des sorties, les réseaux sociaux, une nouvelle relation trop vite, de la nourriture, de l'alcool, n'importe quoi qui t'empêche de ressentir vraiment? Parce que la douleur qu'on ne traverse pas reste, elle se cache, et elle ressort plus tard, plus forte, souvent au pire moment. Je te demande aujourd'hui de te donner la permission de ressentir, vraiment, profondément, avec tout ce que ça implique. Pleure si tu as besoin de pleurer. Crie si tu as besoin de crier. Écris ce que tu n'as jamais pu dire. Parle à quelqu'un de confiance. Ou simplement, reste avec toi-même dans le silence de ta propre vérité. Tu le mérites. Et ce processus, aussi douloureux soit-il, est la porte vers ta libération. Partie 6. Ce que tu dois arrêter de faire maintenant. Il est temps d'être franc avec toi. Parce que dans cette situation, il y a probablement des comportements que tu as, ou que tu as eus, qui travaillent contre toi, contre ta guérison, contre ta reconstruction, contre la version de toi qui mérite de vivre pleinement. Je ne dis pas ça pour te juger. Je dis ça parce que ces comportements sont humains, compréhensibles et extrêmement communs. Presque tout le monde les fait après une rupture difficile. Mais les reconnaître est la première étape pour les transformer. Numéro 1, surveiller les réseaux sociaux de ton ex. Je sais, c'est tentant. Tu te dis juste un coup d'œil. Juste voir comment il ou elle va. Juste vérifier s'il ou elle a quelqu'un. Juste voir. Mais chaque fois que tu regardes, tu rouvres la blessure. Tu te réinjectes une dose de douleur. Tu te rappelles à toi-même une histoire dont tu essaies de te libérer. Et chaque post que tu analyses, chaque photo que tu décortiques, chaque silence ou présence que tu interprètes, ça te maintient dans un présent qui n'existe plus. Tu dois arrêter, pas parce que tu dois te punir, mais parce que tu vaux mieux que cette souffrance auto-infligée. Numéro 2, garder vivante la conversation mentale avec ton ex. Dans ta tête, tu lui parles encore. Tu lui expliques, tu te défends. Tu lui demandes pourquoi. Tu imagines des scénarios où vous vous réconciliez, où tu lui dis enfin tout ce que tu as sur le cœur, où il ou elle comprend enfin. Ces conversations intérieures consomment une énergie folle, et elles t'empêchent de vivre dans le présent réel, avec les vraies personnes qui sont là, avec les vraies opportunités qui se présentent. Tu peux écrire ces pensées dans un journal. Tu peux les exprimer dans un espace thérapeutique. Mais tu dois sortir de cette boucle mentale. Numéro 3, te définir par cette rupture. Tu n'es pas quelqu'un qui a été quitté. Tu n'es pas quelqu'un dont l'ex est passé à autre chose. Tu n'es pas quelqu'un qui a échoué en amour. Tu es quelqu'un qui a aimé, qui a vécu, qui a connu de la douleur et qui est en train de se construire. Ta rupture est une expérience dans ta vie. Ce n'est pas ton identité. Numéro 4, chercher la validation de ton ex. Peut-être inconsciemment, tu fais des choses dans l'espoir qu'il ou elle les remarque. Tu postes des photos de toi à ton meilleur niveau. Tu racontes tes succès en sachant que ça va peut-être lui revenir aux oreilles. Tu fréquentes des endroits où tu pourrais le ou la croiser. Et tout ça, même si ça part d'une douleur compréhensible, te maintient dans une dépendance à son regard.
Tu cherches encore son approbation, sa reconnaissance, son regret visible, mais écoute-moi bien, tant que tu as besoin que ton ex te voie pour te sentir valeur, tu lui donnes encore du pouvoir sur toi. Et tu le ou la laisses rester au centre de ta vie alors qu'il ou elle en est parti, eux. Numéro 5. Attendre qu'il ou elle revienne pour aller de l'avant. C'est peut-être le plus destructeur de tous. Cette posture d'attente, cette mise en pause de ta propre vie dans l'espoir d'un retour. Ce refus implicite de construire quoi que ce soit de nouveau, parce qu'on ne sait pas si il ou elle va revenir. Ton ex ne reviendra peut-être jamais. Et même s'il ou elle revenait, la version de toi qui l'attend, ou figée dans le temps, n'est pas la version que tu veux présenter. Ni à lui ou elle, ni à toi-même. Ta vie ne peut pas être en pause. Elle continue, elle se construit, elle avance. Et plus vite tu le choisis, plus vite tu vas vers la version de toi qui mérite tout ce que l'univers a prévu. Partie 7, ce que tu dois commencer à faire. Maintenant, parlons de construction. Parce que cette vidéo n'est pas là pour te maintenir dans la douleur. Elle est là pour t'aider à traverser et à en sortir transformé ou plus forte, plus lucide, plus aligné avec qui tu es vraiment. Voici ce que les personnes qui se relèvent vraiment, pas juste en surface, mais en profondeur, font différemment. Première chose, ils reprennent possession de leur propre récit. Au lieu de « je me suis fait les quitter », le récit devient « j'ai vécu une relation qui ne m'était pas destinée dans sa forme actuelle, et cette expérience m'a appris des choses précieuses sur ce que je mérite vraiment. » Le récit que tu portes sur ta propre vie a un pouvoir énorme sur la façon dont tu te sens et dont tu avances. Reprendre ce récit, c'est reprendre le contrôle. Deuxième chose, ils réinvestissent l'énergie dans eux-mêmes. Toute l'énergie que tu mettais dans cette relation, le soin, l'attention, la créativité, la présence, c'est une énergie réelle. Elle existe encore. Elle est là. La question est, vers quoi tu vas maintenant la diriger? Vers ton corps, vers tes projets, vers tes rêves que tu avais peut-être mis de côté, vers des amitiés que tu avais négligées, vers une activité créative, vers quelque chose qui te rappelle qui tu es quand tu es pleinement toi-même. Troisième chose, ils cherchent à comprendre, pas à culpabiliser. Qu'est-ce que cette relation t'a appris sur tes propres patterns? Pas pour te battre, mais pour grandir. Est-ce que tu avais tendance à te fondre dans l'autre au détriment de toi-même? Est-ce que tu avais du mal à poser des limites? Est-ce que tu as ignoré des signaux qui étaient là depuis le début? Ces questions ne sont pas des accusations. Elles sont des invitations à une connaissance de soi plus profonde. Et cette connaissance de soi est le cadeau caché de chaque rupture difficile. Quatrième chose, ils cultivent leur présence intérieure. Méditation, journaling, prière, nature, silence conscient, peu importe la forme que ça prend pour toi. L'important, c'est de créer des moments réguliers où tu es vraiment avec toi-même. Pas distrait, pas en fuite, mais vraiment présent à ta propre vie intérieure. C'est là que la clarté arrive. C'est là que les réponses émergent. C'est là que tu recommences à t'entendre toi-même. Cinquième chose, ils s'autorisent à rêver de nouveau. Peut-être que tu avais construit des rêves d'avenir autour de cette relation. Et avec la rupture, ces rêves se sont effondrés. C'est une perte réelle, et elle mérite d'être pleurée. Mais après le deuil, et ça viendra, je te le promets, vient un espace vide et un peu effrayant au début. Mais un espace qui est aussi, en réalité, une toile blanche. Qu'est-ce que tu veux, toi, pour ta vie? Pas ce que tu voulais avec lui ou elle, pas ce que tu croyais vouloir quand tu étais dans cette relation. Mais maintenant, libéré de tout ça, qu'est-ce que tu veux vraiment? Commence à te poser cette question et laisse les réponses venir. Partie 8. Le message que l'univers te transmet. Je veux te partager quelque chose que j'ai longtemps réfléchi. Chaque rupture difficile, chaque injustice vécue dans l'amour, chaque moment où on s'est donné pleinement et où ça n'a pas été honoré, porte un message. Ce message n'est pas « l'amour fait souffrir donc protège-toi ». Ce message n'est pas « tu avais tort de croire en cette relation ». Et ce message n'est certainement pas « tu n'es pas aimable ». Le message est bien plus beau et bien plus exigeant que ça. Le message est « tu mérites plus que ça ».
plus que quelqu'un qui ne sait pas reconnaître ta valeur, plus que quelqu'un qui te donne des miettes alors que tu offres un festin, plus que quelqu'un dont l'amour est conditionnel, calculé, intermittent. Cette relation, aussi douloureuse qu'elle soit, était peut-être une école, pas la destination. L'école, elle t'a appris à reconnaître tes propres forces. Elle t'a appris où se trouvaient tes limites. Elle t'a montré ce que l'amour ne doit pas ressembler. Et paradoxalement, elle t'a rendu capable d'identifier ce qu'il doit ressembler. L'univers ne t'enlève pas quelque chose sans avoir en tête quelque chose de plus grand, pas toujours immédiatement visible. Pas toujours immédiatement confortable, mais plus aligné avec qui tu es vraiment et avec ce que tu mérites vraiment. Et voici ce que je veux que tu entendes profondément dans ce moment. Quelqu'un vient ou quelque chose, une version de toi-même plus épanouie, un amour qui te reconnaît vraiment, une connexion qui n'a pas besoin de te diminuer pour exister. Ce quelque chose s'approche. Pas malgré ce que tu as traversé, mais précisément grâce à ce que tu as traversé. Parce que la douleur que tu as vécue, bien traversée, bien intégrée, devient profondeur. Et la profondeur attire des âmes qui savent la reconnaître. Mais ce quelque chose ne peut pas arriver tant que tu es encore tourné vers le passé. Tant que ton énergie, ton attention, ton cœur sont encore là-bas, dans ce qui était. Ils ne peuvent pas être ici. Dans ce qui est et dans ce qui sera. Une partie 9, la lettre que ton ex n'a pas écrite. Je vais faire quelque chose d'un peu différent maintenant. Je vais te lire une lettre. Une lettre qui n'a peut-être jamais été écrite. Une lettre que ton ex n'a peut-être pas les mots, ni le courage, ni la conscience de t'écrire. Mais qui correspond à ce que quelque part au fond, quelque chose en lui ou en elle voudrait peut-être dire. Tu n'es pas obligé de la recevoir comme une vérité absolue. Reçois-la comme une possibilité, et vois ce qu'elle fait en toi. Je ne sais pas pourquoi j'écris ça, ou plutôt, je sais exactement pourquoi, je ne m'autorisais juste pas à le faire. Il m'a fallu du temps, beaucoup trop de temps, et pendant tout ce temps, tu avançais, je le voyais, même de loin, et quelque chose en moi que je ne voulais pas nommer se contractait. Je t'ai quitté, ou je t'ai laissé partir. Où j'ai fait en sorte que tu n'aies plus le choix. Je ne sais même plus exactement quelle version est la vraie. Ce que je sais, c'est que ce que j'ai fait n'était pas juste. Tu ne m'as jamais donné de raison valable de te traiter comme ça. Tu étais là, vraiment là, d'une façon que les gens ne comprennent pas toujours. Et moi, au lieu de reconnaître ce que j'avais, j'ai trouvé toutes sortes de raisons. Certaines que je me suis inventées pour m'en aller, ou pour rester sans vraiment être là. Tu aimais sans condition, et quelque part, ça me faisait peur, parce que ça m'obligeait à être à la hauteur, parce que ça me demandait d'être réel, honnête, présent, et je n'étais pas prêt pour ça, ou je ne savais pas comment l'être. Alors j'ai choisi la facilité, la fuite, le déni. Mais la facilité n'a pas duré, et le déni non plus. Ce qui est resté, c'est toi, pas physiquement. Mais dans cette façon que tu avais d'être tellement toi-même que ça me rappelle, même maintenant, ce que l'authenticité ressemble, ce que l'amour vrai ressemble. Je ne te demande rien. Je ne te demande pas de me pardonner, ni de revenir, ni d'effacer ce que j'ai fait. Je ne sais même pas si cette lettre arriverait jamais à toi. Mais je voulais juste que tu saches, même si c'est trop tard, même si ça ne change rien, que tu avais raison. Sur ce qu'on pouvait être, sur ce que tu méritais. Sur le fait que j'aurais dû être là différemment. Tu es quelqu'un de rare, et je ne l'ai pas su voir au bon moment. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as trouvé ou que tu vas trouver. Quelqu'un qui sait ce que tu vaux. Vraiment. Et j'espère qu'un jour, tu pourras penser à tout ça sans que ça fasse trop mal. Comment tu te sens là? Parce que peut-être que certaines parties de cette lettre ont touché quelque chose de vrai en toi. Peut-être que certaines phrases t'ont fait du bien d'entendre, même venant d'un personnage imaginaire, même venant de moi par proxy. Et si c'est le cas, je veux que tu prennes conscience de quelque chose. Tu n'as pas besoin que ton ex écrive réellement cette lettre pour guérir. La reconnaissance que tu cherches, la validation de ta douleur, la confirmation que tu valais mieux, l'acknowledgement de l'injustice, tu peux te la donner toi-même. En fait, tu dois te la donner toi-même. Parce que c'est la seule source vraiment fiable et inconditionnelle.
Nous sommes au bout de cette vidéo, et je veux terminer par quelque chose de simple. Tu es arrivé ici, aujourd'hui, avec quelque chose sur le cœur. Une histoire, une douleur, un espoir, un questionnement. Tu repars avec quoi? J'espère que tu repars avec un peu plus de clarté sur ce qui s'est passé, avec un peu plus de compassion pour toi-même, avec la reconnaissance que ce que tu as vécu, cette injustice spirituelle, était réelle et méritait d'être nommée. Et surtout, j'espère que tu repars avec ça. Tu n'as pas à attendre la réalisation de ton ex pour commencer à vivre. Sa réalisation viendra, à son rythme, sous sa forme, dans son timing. L'univers y veillera. Ça, ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est toi. Aujourd'hui, maintenant, prendre soin de toi. De choisir, recommencer à construire. Recommencer à rêver. Recommencer à te voir tel le que tu es. Quelqu'un de profond, de vrai, de rare. Quelqu'un qui mérite un amour à la hauteur de ce qu'il ou elle donne. Quelqu'un qui mérite d'être vu, pleinement. Quelqu'un qui mérite la paix. Si cette vidéo t'a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu portais, laisse un commentaire en bas. Dis-moi où tu en es. Cette communauté est un espace de sécurité et je lis chaque message. Et si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui, partage cette vidéo avec lui ou elle. Ça pourrait changer quelque chose. Prends soin de toi et rappelle-toi, la plus belle histoire de ta vie n'est pas celle qui est derrière toi. Elle est encore à venir.